Voilà, nous allons reprendre le cours de la pédiatrie, pathologie infectieuse pédiatrique. On va reprendre avec une pathologie qui est très fréquente en pédiatrie, ce sont ce qu'on appelle les fièvres éruptives chez l'enfant. Les fièvres éruptives chez l'enfant. Éruption, c'est pour dire il y a des choses qui sortent, qui apparaissent. Éruption. Les fièvres éruptives chez l'enfant sont très fréquentes et elles marquent toute notre enfance. Nous tous, nous nous rappelons très probablement un jour qu'on était malade, on a eu de la fièvre, etc. Donc, les fièvres éruptives correspondent souvent à des infections virales et souvent ce ne sont pas des infections très sévères, mais elles peuvent parfois représenter un menace pour les contacts, pour les personnes qui sont proches et qui sont vulnérables. Par exemple, les nouveau-nés, la femme enceinte ou encore les personnes qui sont immunodéprimées. Et dans ce contexte, il faut rajouter dans notre milieu que les fièvres éruptives d'origine en majorité virale peuvent être graves chez des patients mal nourris. Or, vous savez que la malnutrition, c'est pratiquement le lot de l'enfant africain et en particulier l'enfant congolais. Nous avons un taux élevé de malnutrition. Nous trouvons même des personnes adultes qui souffrent de la malnutrition. Et un enfant malnutri, c'est un enfant immunodéprimé aussi. Et donc, c'est pour cela aussi, un enfant immunodéprimé, c'est aussi un enfant qui se retrouve dans les camps de concentration. Et c'est le cas aujourd'hui à l'est de la RDC. Les enfants qui ont été contraints de quitter leur famille, qui se retrouvent dans des camps de concentration à l'est du pays, sont des enfants à risque à développer les maladies éruptives de l'enfant qui donnent en général de la fièvre. Ce sont des maladies pour la plupart d'origine virale, mais qui sont bénignes, mais qui, chez les enfants instables, mal nourris, immunodéprimés, vont devenir des maladies graves. En général, il faut connaître aussi l'aspect de l'éruption, l'aspect de l'apparition. Un terme général populaire se dit c'est une maladie qui est caractérisée par des petits boutons. Des boutons. La maman dit on vient en consultation parce qu'on a vu des boutons sur la peau. Et c'est ça qui est important. Mais nous, cliniciens, en dehors des boutons, qu'on doit savoir discerner, parce que ces petits boutons-là, vous avez probablement fait le cours de dermatologie, il faut savoir les distinguer selon l'aspect, la forme, selon le rythme d'apparition, le rythme de disparition. Elles ont disparu très vite, elles ont traîné, et il faut aussi rechercher les symptômes accompagnateurs de ces petits boutons. Et ça, il faut le connaître selon le contexte dans lequel l'enfant vit, dans lequel il est, quoi. Quelles sont les maladies éruptives que vous connaissez? Répondez-moi dans le chat. Les maladies éruptives qui touchent l'enfant. Très probablement, pour gagner du temps, vous me direz la rougeole. Vous avez raison, la rougeole, c'est une maladie éruptive. Elle fait partie, d'une façon générale, des fièvres éruptives. Une autre maladie. Lancez-vous, vous allez me dire la varicelle. Oui, parce que ce sont des choses que nous voyons, entre autres, maintenant qu'il y a la rentrée scolaire, enfin, du moins à Kinshasa, on a eu un moment, on a eu pas mal d'épidémies de varicelle. Mais vous avez aussi maintenant, puisque tout le monde en parle, vous aussi la fameuse monkeypox ou mpox. Mpox, donc la varicelle des singes. La varicelle des singes.
Nous allons en parler très rapidement aussi, même si, bon, enfin, vous êtes certainement tous informés, puisqu'il y a eu des recommandations au niveau des autorités, et vous voyez ce qu'on a donné comme message à la population, donc je ne devrais pas trop insister sur ça. Mais c'est quand même important. Pourquoi est-ce qu'on va quand même en parler? Parce que c'est une fièvre éruptive. Or, quand on a une fièvre éruptive qui est censée être grave, il faut savoir la discriminer. C'est pour ça qu'on parlera aussi du mPOX. D'ailleurs, oui, d'abord, je voulais vous dire des choses. En dermato, vous avez appris les lésions, ce qu'on appelle les lésions élémentaires dermatologiques. Lésions élémentaires dermatologiques. Vous avez appris qu'il y a ce qu'on appelle des papules, des macules. Les macules sont pratiquement des taches. Macules, des taches que vous allez voir sur la peau. Alors, ces taches, elles peuvent être claires, elles peuvent être foncées. Donc, quand elles sont claires, on dit que ce sont des macules achromiques qui sont claires. Et quand elles sont foncées, on dit souvent, parce qu'on fait référence à la population de la race blanche, elles ont une couleur café-lait, mais chez nous, les Noirs, le café-lait, nous avons déjà une couleur naturellement café-lait, et donc chez nous, ça va faire une macule un peu ardoisée. Donc, ce sont des taches. Et puis, vous avez des papules. Quand ces taches-là sont surélevées, ce n'est pas tout plat, là, c'est plat. Et ici, on sent qu'il y a une petite bosse. Ce sont des papules. Papules. Et puis, lorsque ces papules-là contiennent du pus, le pus, c'est pus, pustules. Alors, elles sont comme ceci, un peu plus gonflées, et matériel blanchâtre dedans, qu'on appelle le pus. Et souvent, elles sont sur les fanères, donc sur les parties où il y a des poils et tout, vous avez des pustules. Et lorsque c'est plus ou moins, les papules sont plus ou moins fermes, donc elles sont un peu fermes de consistance. Hein. Et lorsque vous avez plutôt des vésicules, ce sont des surélévations de la peau, plus ou moins, mais là, ce sont des petites bulles avec de l'eau, du liquide. Pustules, là c'est du pus. Et enfin, lorsque elles sont plus grosses, hein, elles ont une dimension importante, alors on dit que ce sont des bulles sur la peau, ce sont des bulles. Ces bulles peuvent avoir du liquide, ça peut être hémorragique, elles peuvent être séreuses. C'est comme quand vous vous brûlez, non? C'est des bulles séreuses ou bien hémorragiques. Des bulles, donc là, il y a du liquide. C'est comme les ballons, il y a du liquide. Voilà un peu des lésions élémentaires, parce que ce sont des termes que nous allons utiliser dans les infections, dans les éruptions, dans les fièvres éruptives. Alors, les lésions peuvent être parfois maculo-papulaires, parce qu'elles sont des taches, mais elles sont aussi surélevées. Alors, on dit qu'il y a des lésions maculo-papulaires. Ou bien on dit elles sont papulo-vésiculaires. Donc, il y a des parties qui sont fermes et puis il y a des vésicules. Donc, voilà. Après, selon l'aspect de ces lésions, comme ici la couleur, je dis elle est achromique parce qu'elle est blanchâtre, hein, claire, achromique. Ou bien ici, je dis qu'elle est café-lait. Ou bien encore, les macules, si elles sont rougeâtres, on dit qu'elle est érythémateuse, etc. C'est la même chose avec les contenus aussi. Donc ça, ce sont les lésions élémentaires qu'on retient en dermatologie et c'est intéressant pour la pédiatrie lorsqu'on parle justement des fièvres éruptives.
Et alors, avant cela, comme je vous ai dit, j'aimerais bien faire juste un petit rappel sur le monkeypox, le mpox. Je ne vais pas trop vous en parler, mais enfin, je n'ai pas préparé des dias sur ça, mais je vais juste vous ressortir les points que un personnel de santé doit savoir. Vous savez qu'il y a une épidémie, enfin maintenant on l'a déclaré épidémie de monkeypox qui est apparue, en fait, elle existait depuis toujours. Lorsque j'ai discuté avec des experts comme le professeur Mouyembe et même d'autres qui ont été étudiants du professeur Mouyembe, ils ont dit en 1970, quand le professeur Mouyembe donnait cours, il leur parlait de la variole des singes, le monkeypox, la petite variole, la variole des singes. Et donc, c'est une pathologie qui a existé longtemps, qui existe d'ailleurs en RDC, parce que nous avons l'avantage, c'est une bénédiction du ciel, nous avons un biotype extraordinaire, nous avons la forêt, nous avons la savane, nous avons de l'eau, on a des animaux, on a plein de trucs comme ça, etc. Et logiquement, les virus trouvent aussi leur place pour survivre. Et donc, on a les monkeypox, les virus qui survivent. Le foyer dans le temps, si je ne me trompe pas, c'était surtout dans le Grand Kasaï au niveau de Kolé. Kolé, Kolé c'est dans le Sankourou aujourd'hui. C'est là qu'il y avait le grand foyer. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ce monkeypox qui touchait surtout les enfants. Eh bien, on a compris tout simplement parce que c'était transmis, parmi les hypothèses, hein, après peut-être les choses ont changé, hein, par les écureuils. En fait, les enfants attrapaient ça parce qu'ils allaient à la chasse dans la forêt et en général, ils attrapaient les animaux faibles. Les animaux faibles et les animaux qui étaient morts et les ramenaient à la maison. L'enfant, en ramenant l'écureuil qui était infecté du virus de la variole, ramenait donc l'infection à la maison. Et cette infection était caractérisée par des boutons. Des gros boutons d'ailleurs qui ressemblent à la variole. La variole, vous ne l'avez pas connue puisqu'elle a disparu depuis les années 80. Si je ne me trompe pas, elle a été déclarée inexistante et on a conservé les virus de la variole dans 2 laboratoires. Pour équilibrer les choses, il y a un laboratoire russe et un laboratoire américain. Bon, maintenant, le jour où ils décident tous les 2 de lancer la variole dans le monde, ben, on aura de nouveau la variole. Dans le monde. Bon, enfin, je ferme la parenthèse, mais ils ont conservé ces virus. C'est d'ailleurs sur base de ces virus que certains vaccins aujourd'hui de monkeypox ont été réalisés. Alors, après, on s'est rendu compte qu'il y a eu une épidémie de variole de singe dans les pays européens. Mais alors, la nuance, c'est que dans les pays européens, cette épidémie a touché surtout les personnes, je vais dire les choses, les mots qu'il faut, même si parfois les termes maintenant, il faut les chercher, chez les homosexuels, un peu comme le sida. Et les épidémies de monkeypox, chez les Européens, c'était surtout chez les homosexuels. Et donc, on a découvert que cette maladie qui se transmet normalement par les sécrétions de la peau, hein, par le contact direct avec les sécrétions du malade ou bien de l'animal qui est porteur du virus, etc., maintenant, ça se transmet aussi par la voie sexuelle. Et d'abord chez les homosexuels. Et récemment, on a vu aussi que dans les pays africains, entre autres ici en RDC, que le monkeypox se transmet surtout chez les professionnels du sexe. Et c'est pour ça que ça devient aussi un problème. Évidemment, les enfants, surtout les enfants immunodéprimés, ça signifie les enfants mal nourris. Et à l'est du Congo, le Rwanda, enfin à l'est des pays de l'Est aussi, parce que là, il y a beaucoup de mouvements de population, l'insécurité, et c'est pour cela qu'il y a des cas à Bukavu, je pense, en périphérie de Goma et tout, etc. Donc, le monkeypox devient maintenant une pathologie, si vous voulez, c'est une épidémie. Même si d'hyper-C en soi, ce n'est pas une maladie très grave, mais la mortalité a augmenté. Aujourd'hui, on estime que la mortalité des personnes qui ont été diagnostiquées ou suspects de monkeypox, la mortalité est autour de 4,5% en RDC. C'est quand même quelque chose d'important. Parce que le monkeypox, on verra bien, ils vont mourir de quoi? Ils vont mourir des complications. N'oubliez pas, comme on a dit,
toutes ces maladies virales ont en général comme complication une surplantation de bactéries. Et surtout dans les populations immunodéprimées, comme les enfants mal nourris, les VIH, etc. Donc là, les pathologies seront particulièrement sévères. Alors, le monkeypox va se manifester avec de la fièvre. Hein. On peut avoir de la fièvre avec des valeurs qui peuvent être au-delà de 38 degrés, avec une éruption qui va apparaître justement après 1 ou 3 jours. Comment est l'aspect de cette éruption? C'est pour ça que je tenais à vous donner les caractéristiques des lésions élémentaires dermatologiques. Dans les monkeypox, on va trouver des macules. Macules, ça signifie des taches. On va trouver des papules. Papules, ça signifie des petites surélévations cutanées. On va donc palper même des papules. On va retrouver des vésicules et on va trouver aussi des pustules. La caractéristique du monkeypox, comme de la variole, en fait c'est une variole, mais ici c'est la variole du singe, c'est que les papules, les pustules, les vésicules et les macules vont se retrouver au même stade de développement à un endroit donné sur le corps. Ça signifie que si ça commence par la face, comme c'est le cas en général du monkeypox, hein, ça va commencer par la face, par la tête, et puis ça va descendre sur tout le corps, et ça va aussi intéresser, par exemple, les paumes et les paumes des mains et les plantes des pieds. Ce qui est particulier dans le monkeypox, c'est que ces macules, papules, vésicules et pustules sont des choses qui sont au même stade, pratiquement à un même endroit du corps. L'évolution du monkeypox, c'est une évolution lente. C'est pour cela que ça effraie, parce que ces boutons sortent. Hein. C'est vraiment effrayant. Vous avez vu des images, hein, je n'ai pas envie de vous les montrer. Hein. Et ça va durer pendant 3-4 semaines. Et donc, ce que vous devez connaître, c'est la façon dont ça apparaît. Ça commence où ça? Ça commence en général sur la tête. Ça dépend, et puis ça va sur le visage, les extrémités, mais surtout, retenez, ça va toucher la paume des mains et les plantes des pieds. Quel autre signe est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir ce qu'on appelle les adénopathies. Vous pouvez avoir les ganglions. En général, dans presque toutes les viroses, on va avoir des adénopathies. Voilà. C'est quelques mots rapidement que je voulais vous donner sur le monkeypox, parce que le diagnostic différentiel, c'est avec quoi? C'est avec la vraie variole qui n'existe plus, mais avec quand même la varicelle. La varicelle, on va revenir dessus, hein, je vous montrerai des lésions sur des petits patients européens. La varicelle, en général, on a la fièvre. La fièvre qui peut monter jusqu'à 39 degrés et l'éruption va apparaître après 1 ou 2 jours. Dans la varicelle, c'est quoi? C'est des macules, des papules, mais aussi des vésicules. Mais vous n'avez pas de pustules. C'est ça la différence. Mais attention, vous aurez des pustules dans la varicelle lorsqu'il y a une surinfection bactérienne parce que l'enfant se gratte et lorsqu'il vit dans un milieu qui n'est pas très propre, au cours de la varicelle, il aura ces lésions. Mais il y a quand même une lésion typique de la varicelle, c'est ce qu'on appelle des lésions ombiliquées. C'est comme des pustules, c'est comme des vésicules ombiliquées, donc c'est comme une vésicule, donc il y a de l'eau dedans. Et lorsque la vésicule se vide, elle provoque un petit creux, et ça donne un aspect ombiliqué. Quand on regarde ça comme ça, c'est des lésions qui semblent comme ceci. Là, c'est la partie creuse, et ça, c'est les rebords supérieurs. Ça fait comme un nombril, comme le nombril ombiliqué. Et ça, c'est typique de la varicelle. Donc, retenez ça. Des lésions cratériformes ombiliquées, c'est typique de la varicelle. Et en plus, l'enfant peut avoir des signes comme le prurite, il va se gratter et, et ça peut se surinfecter.
mais la varicelle en général ne touche pas les paumes de la main ni les plantes des pieds. Au moins ça vous permet de les distinguer. On parlera de la rougeole un peu plus tard. Avec ces lésions élémentaires, j'ai voulu commencer avec le monkeypox pour attirer votre attention parce qu'aujourd'hui, si vous avez un enfant qui vient avec des petits boutons, des boutons, faites le diagnostic différentiel pour exclure le monkeypox. Si vous voyez que ces petits boutons intéressent aussi les paumes et les plantes des mains, s'il vous plaît, référez-les dans un hôpital et demandez à ce que les personnes qui sont mieux habilitées que vous puissent exclure le monkeypox. Parce que dans le Grand Kasaï, il y a quand même des foyers, c'est collé, où il y a le foyer de cette pathologie-là. Bon, maintenant, voyons les lésions élémentaires. Les lésions élémentaires, donc les fièvres éruptives chez l'enfant. Les purpura méningo-coccémiques sont rares. Les purpura, c'est quoi? Ce sont des taches, des grosses taches de sang. Le sang, lorsqu'il vieillit, il change de couleur. Chez les enfants européens, vous allez voir des grosses taches comme ça et qui vont devenir plus ou moins bleutées. C'est ce qu'on appelle le purpura hémorragique. Donc, purpura, c'est un autre terme. Ce sont des taches hémorragiques. Donc, j'écris là, purpura. Le purpura peut être des purpura, donc, échymotiques, lorsqu'ils sont caractérisés par des plages de sang échymotiques, ou bien encore, tout simplement, des purpura nécrotiques. Elles commencent à pourrir, la peau dessus commence à pourrir. Eh bien, dans la méningococcémie, on parlera des méningites. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la ceinture méningée en dessous du Sahel, où il y a souvent des épidémies d'infection au méningocoque. Le méningocoque, c'est un germe méchant qui donne ces méningites, et ces méningites qui sont sévères. Eh bien, au cours d'une infection à méningocoque, on peut avoir ce qu'on appelle la méningococcémie ou le purpura méningococcémique. C'est quelque chose qui est terrible. Je ne sais pas si j'ai des images chez les enfants africains. Ce sont toutes ces taches rougeâtres et puis qui deviennent bleutées, qui deviennent violettes, qui apparaissent chez un enfant. Ce sont des grosses macules, des taches confluentes ou pas. Quand elles sont des petits points, on dit alors elles sont pétéchiales. Pétéchiales, c'est pétéchie. Pétéchiales, c'est donc des petites pointes hémorragiques. Eh bien, ça, c'est parmi les fièvres éruptives, mais ça, c'est une fièvre éruptive grave, sévère. Elle est redoutable parce qu'elle est mortelle. Elle signe une infection sévère, grave. Retenez ça. Quand vous voyez ces enfants avec ces grosses taches, ne banalisez pas, ça signifie qu'il a fait une infection sévère. Pas seulement avec le méningocoque, même avec d'autres microbes, ça peut être comme ça. Après, il y a une maladie qui est commune, qui est fréquente, ce qu'on appelle la 5e maladie. La 5e maladie, c'est l'érythème infectieux. L'érythème infectieux, c'est une maladie bénigne. Hein. Elle est contagieuse en général avant l'éruption. Oui, une parenthèse. Hein. En général, toutes ces maladies, fièvres éruptives, se contaminent souvent avant que l'éruption n'apparaisse. En dehors, évidemment, de la variole, de la variole surtout. Hein. La rougeole, elle a contaminé les frères et sœurs avant que les boutons n'apparaissent. Quand il éternuait, il est en train de contaminer. C'est la même chose presque pour toutes les maladies qui font partie des fièvres éruptives. En général, dans la 5e maladie, l'enfant a un état général bien conservé. Il n'y a pas nécessairement de fièvre. Parfois, il peut avoir du prurite. Et il peut avoir un peu de douleur, surtout chez les adultes, ça peut arriver. Hein. Mais ça, c'est un rash, c'est un érythème qui est comme quelqu'un qui a brodé. Vous avez vu les mamans qui sont en train de faire de la broderie, non? Qui prennent un tissu, qui veulent mettre des petits dessins dessus, c'est de la broderie. Alors, ce sont des articulations qu'on va trouver dans certaines parties du corps, en particulier les membres inférieurs et supérieurs. Et il peut avoir une rougeur des joues. Donc, vous voyez d'abord l'éruption des joues. On dirait qu'on l'a giflé, mais ça, c'est sur les petits enfants
européen. Et puis, vous avez une éruption qui est réticulée. Donc, vous voyez, ça, c'est comme si on était en train de broder des choses dessus. Mais parfois, vous pouvez avoir des petites macules, donc des petites taches rougeâtres sur le thorax. Et l'évolution, en quelques jours, ça va disparaître. Et disons que ça peut s'accentuer lorsque l'enfant est au soleil. Alors, la différence des autres maladies, la cinquième maladie, elle est fréquente, hein, surtout en Europe, hein, parce que ça se voit plus facilement chez les petits Européens. Il n'y a pas de lésion des muqueuses. Donc, la bouche, la langue, les conjonctives ne sont pas rouges. Voilà, retenez ça. Ça, c'est une maladie très simple, la cinquième maladie. Alors, en pédiatrie, une maladie qu'il faut distinguer, en fait, c'est un syndrome. C'est la maladie de Kawasaki, si vous voulez, le syndrome de Kawasaki, qui peut advenir au cours de n'importe quelle autre maladie. C'est une fièvre éruptive qui va apparaître chez les enfants, généralement en âge préscolaire, autour de l'âge de 5 ans. L'enfant va présenter de la fièvre, il va être irritable, mais surtout, il aura des ganglions, des adénopathies le long du sternocléido-mastoïdien, donc des adénopathies cervicales. Il va présenter des signes de gastro-entérite, douleur abdominale, diarrhée, vomissement. Et puis, ce qui est grave, c'est pour ça que c'est une maladie qu'il faut savoir diagnostiquer, il peut avoir des douleurs articulaires, donc l'arthrite. Les yeux sont rouges, les yeux sont rouges et il peut avoir aussi une atteinte du cœur. C'est pour cela que le syndrome de Kawasaki, il faut l'évoquer devant tout enfant qui présente une éruption de ce genre. C'est une éruption généralisée, polymorphe. Donc, c'est des choses qui se collent l'une de l'autre et donc ça change de forme. C'est ce qu'on appelle l'éruption polymorphe, qui touche surtout le tronc. Et l'éruption peut être maculo-papulaire. Ça peut ressembler à la rougeole. On dit, quand ça ressemble à la rougeole, on dit morbilliforme. Donc, ce sont des macules érythémateuses. Donc, des macules érythémateuses qui peuvent être aussi maculo-papulaires, qui intéressent le tronc et qui intéressent les membres, les mains et les pieds. Et au niveau des mains et des pieds, vous pouvez avoir l'œdème. L'œdème des mains et des pieds, ça c'est un des signes typiques et l'enfant il a mal aux articulations. À la fin, dans le Kawasaki, on peut avoir une desquamation le long des doigts. D'ailleurs, c'est un des signes typiques, hein, une desquamation péri-inguinale hein, autour des ongles. Il y a une desquamation péri-inguinale et palmo-plantaire. Les anomalies bucco-labiales, hein, les lèvres rouges qui peuvent être fissurées, hein, donc, et puis une langue framboisée. La langue framboisée, ça signifie une langue qui devient toute rouge, comme dans la scarlatine. Voilà, ça c'est la maladie de Kawasaki. C'est important de connaître ça, surtout pour ces complications cardiaques, parce que les enfants en meurent. Et ça fait partie des choses qu'il faut évoquer. Diagnostic différentiel dans les fièvres éruptives, la maladie de Kawasaki, elle est grave. Le purpura méningo-coccémique, je vous l'ai montré tantôt. Ici, je reprends l'image. Hein. Comme ça, vous voyez que c'est le purpura fulminans. Ça s'appelle aussi purpura fulminans, dû surtout au méningocoque. Comme je vous l'ai dit, il peut avoir des pétéchies, hein, donc des petites taches rougeâtres, c'est du sang, des ecchymoses, hein, comme on l'a dit tantôt, et il peut s'élargir et former des placards nécrotiques. Et en général, c'est une pathologie grave. Et je peux vous dire que la mortalité est bien élevée chez ces enfants. La rougeole. La rougeole, c'est une des formes de pathologie des fièvres éruptives les plus fréquentes. Nous reviendrons dessus peut-être en détail pour parler de la rougeole dans notre contexte. Elle a une forte contagiosité. Retenez bien que l'enfant rougeoleux contamine souvent avant les éruptions. Avant les éruptions, qu'est-ce qu'il a comme symptôme? Comme symptôme, il peut avoir le rhume,
une petite toux, mais surtout, un signe typique, c'est que l'enfant rougeoleux, souvent, il éternue éternuement. Quand vous voyez un enfant qui a fait des atchoum, 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 et puis après, il y a des boutons qui apparaissent, on va voir les boutons apparaissent où, à partir d'où, il faut penser à la rougeole. D'une façon générale, c'est un enfant qui est fatigué, il est alité, il est facilement irritable. Évidemment, il fait de la fièvre, une fièvre élevée qui peut atteindre 39-40 degrés. Les yeux sont rouges, larmoyants, donc il faut toujours regarder les muqueuses, les yeux rouges, larmoyants, et lorsqu'on regarde la bouche, on a les fameuses taches de Koplik. Sincèrement, les taches de Koplik, elles sont tellement précoces que quand l'enfant vient en consultation, ça ne se voit pas. Moi, dans mon expérience, j'en ai déjà vu, hein, mais pas beaucoup. C'est dans les livres qu'on écrit taches de Koplik. Peut-être on ne les voit plus chez les Européens, mais en général, elles sont en face des molaires, dans la muqueuse, en face des molaires. Alors, revenons à l'éruption. Les boutons dans la rougeole, ce sont des boutons érythémato-maculaires, donc des taches rougeâtres qui apparaissent d'abord où ça, à la tête. Et souvent, et ça c'est un signe, hein, pour retenir, c'est derrière les oreilles, à la nuque. Vous regardez derrière les oreilles de l'enfant, c'est là que les taches ont commencé à apparaître et puis elles ont touché le visage et puis donc elles vont descendre. Donc c'est une éruption descendante rétro-auriculaire et puis elle touche les troncs et tous les membres. Donc vous voyez, ça c'est un petit enfant qui a des taches rougeâtres partout, qui touche pratiquement tous les membres et qui vont changer de couleur au fur et à mesure que les jours passent et qui peuvent s'accompagner d'une desquamation de la peau. Alors, ce qui m'a frappé, moi, mes premiers patients rougeoleux, je les ai connus à Colosie, des Africains du moins, parce que moi, la rougeole, je l'ai connue chez les enfants européens, c'est l'image que vous voyez. Mais quand je suis arrivé à Colosie, là où je commençais à avoir mes premiers patients congolais, c'était autre chose. Les enfants ne venaient pas avec des boutons typiques comme ça. Moi, je voyais des enfants avec une peau comme une peau de léopard, des desquamations cutanées. Moi, je me disais, bon, ce sont des mal nourris. On m'a dit, ah, non, c'est la rougeole. Donc, c'est important que dans notre population à nous, c'est une desquamation cutanée qui est marquante, qui marque ces signes-là que nous allons retrouver chez nos enfants en Afrique. Donc, en dehors de ces éruptions, ils vont présenter d'autres signes. Mais je reviendrai sur les signes. Je peux le faire d'ailleurs rapidement, comme ça on va s'arrêter avec la rougeole et on continuera après dans une autre session. Ce sont des enfants donc qui ont commencé à faire de la fièvre à la maison, qui éternuaient, une fièvre élevée. Ils ont déjà contaminé les frères et sœurs. Ils ont déjà contaminé les autres enfants dans les camps de concentration que nous avons dans notre pays. Et après, les boutons apparaissent, c'est trop tard, ça ne sert à rien de dire ah, on va le chasser, etc. Il a déjà contaminé, donc laissez-le plutôt, soignez-le. Et ces éruptions donc vont évoluer vers une forme de desquamation, surtout chez les petits enfants africains. Mais la rougeole, c'est une maladie grave parce qu'elle déprime l'immunité. C'est une maladie grave qui fait des morts chaque année et surtout là où la population est instable. Et pour la prévenir, il y a un vaccin. Les vaccins contre la rougeole. Moi, je me souviens que mon expérience, il y a plus de 30 ans, enfin, je dirais presque même 40 ans, 35 ans au Katanga, la rougeole, on la voyait partout. On avait une salle de rougeoleux où il y avait 40 enfants rougeoleux. Et quand vous entrez dans cette salle, c'était un concert de bruit parce qu'ils faisaient des bronchopneumonies, laryngite, enfin toutes les complications pulmonaires que vous pouvez imaginer. La rougeole, c'est réellement une des premières maladies qui a une grosse mortalité en Afrique. Et donc, elle est facile à prévenir grâce au vaccin. Si j'insiste sur ça, parce qu'on est tous un peu réticents sur certains vaccins et tout, mais attention, le vaccin de la rougeole, c'est un vaccin qui a permis de sauver des milliers, des millions de nos enfants. Donc, les soins primaires avec l'immunisation, il faut les renforcer, surtout avec les vaccins contre la rougeole.
quand il y a des épidémies comme maintenant dans la partie est du Congo, il faut vacciner les enfants. Vous connaissez très bien le calendrier vaccinal, je n'insiste pas dessus. On pourra faire des exercices, ça je vais sauter, ça sera la partie pratique, hein. Je vous poserai des questions pour savoir si vous connaissez la rougeole. Ici, c'est juste pour vous montrer que la rougeole, ce n'est pas que notre problème, c'est une pathologie dans le monde entier. Là où il y a une tache rouge, c'est la partie où il y a encore la rougeole dans le monde entier, sauf évidemment les pays hyper développés comme les pays européens. Nous verrons après, nous allons continuer la prochaine fois avec la rubéole, parce que je pense que il est temps maintenant de faire la pause. Je continuerai le prochain cours avec la rubéole et nous allons voir d'autres détails aussi avec la rougeole. On s'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention. Posez les questions dans les chats. On pourra y revenir plus tard après la pause. Voilà.